Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Sense8, saison 1, série originale de Netflix, une série qui à la fois m'a beaucoup plu et à la fois m'a beaucoup déplu, et je vais donc expliquer pourquoi dans un instant. Et c'est une série qui a été créée par les frères Wachowski, Wachowski Starship, hein, c'est leur petit surnom à Hollywood, on les appelle Starship, donc ce qui veut dire la starification ou starité Wachowski. Donc voilà, les frères Wachowski. Et donc oui, une série qui me laisse perplexe et qui représente bien le problème qui plague un petit peu les frères Wachowski. Alors les frères Wachowski, qui sont-ils? Ce sont les gens qui ont créé Matrix, donc la trilogie Matrix pour ceux qui sont assez âgés pour la connaître. Moi, je l'ai connu. À l'époque, c'était le plus grand film du moment. Le film, c'était l'Inception de notre époque. Donc c'était vraiment un grand film. Et c'est vrai que récemment, j'ai re-regardé Matrix sur Netflix. Et j'ai pas pu finir le premier, quoi, parce que je trouvais plein d'erreurs, plein de problèmes dans le film, comme ça, qui étaient à la fois tout petits, mais qui prenaient une importance assez grosse. Parce que maintenant, j'ai vu tellement de films, si vous voulez, que je supporte plus les mauvais films, quoi, voilà. Alors, je dis pas que Matrix n'est pas un mauvais film, le scénario est génial, mais je veux dire, c'est le problème des Wachowski, et je vais y venir tout de suite. Et les Wachowski Starship, donc les frères Wachowski, ont aussi créé le film Jupiter Ascending avec Channing Tatum et comment elle s'appelle, Mila Kunis, cette année, je crois, ou l'année dernière, en tout cas récemment. Et c'est un film qui a fait un gros flop au box-office américain, qui est bien sûr, avec le box-office chinois, le box-office qui décide si les films sont un succès ou pas. Donc si le film marche en Chine ou aux États-Unis, on sait s'il marche ou s'il ne marche pas. Et donc il n'a pas du tout marché aux États-Unis. Et donc déjà, ça, c'est très mauvais. Alors je ne sais pas exactement combien il a fait au niveau international ou en France, mais je sais qu'aux États-Unis, ça n'a pas marché. Et donc, à partir du moment où ça ne marche pas aux États-Unis, c'est que le film est un flop. Donc voilà. Et parce qu'en fait, pour qu'il soit sorti en Chine, il y a un minimum d'entrées qu'il faut faire aux États-Unis. Donc voilà. Et donc pour les films qui sortent en fait de manière globale, c'est-à-dire en Chine en même temps qu'aux États-Unis, ben, il faut que les deux marchés marchent, fonctionnent, et en tout cas, il faut que ça marche aux États-Unis pour que la presse en général en parle comme d'un succès. Donc Jupiter Ascending, un gros flop des frères Wachowski, qui je pense ont perdu leur magique parce que pourquoi ils ont perdu leur magique? Alors parce qu'ils sont restés dans leur époque. C'est-à-dire qu'à l'époque où Matrix est sorti, bien sûr, c'était le film avant-gardiste du futur, avec les poses du futur, avec Neo qui s'envole dans le machin, avec Neo qui évite la balle et qui... Enfin, je vous encourage vraiment, si vous n'avez pas vu Matrix, à regarder. C'est vraiment un film qui a inspiré beaucoup de films modernes et des films d'action modernes. Et c'est vrai que c'était à l'époque le meilleur des effets spéciaux, quoi. Avatar, c'était rien pour comparer à Matrix. Enfin, il n'y avait pas encore Avatar, donc... mais je veux dire, Matrix, c'était vraiment le top du top, quoi. C'était vraiment le dernier cri en termes d'effets spéciaux, en termes de ce qu'on pouvait voir en film. Et c'était vraiment, même l'histoire, le concept enfin, la trilogie, pas la série, la trilogie était vraiment magnifique. Et donc Matrix, à l'époque où c'est sorti, c'était tout ça, quoi. Donc du coup, ça a donné une espèce de bagou aux frères Wachowski, qui sont restés dans leur délire de Matrix, quoi. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde Matrix, on sent que c'est un vieux film, c'est un bon film, ok, mais c'est un vieux film, et on n'y croit plus du tout, alors que moi, à l'époque, je me rappelle, j'y croyais vraiment, Néo, machin, l'Internet, ça va tous nous bouffer, etc. Et bon, maintenant, on sait bien qu'Internet, ça va pas tous nous bouffer, et que voilà, les ordinateurs sont pas nos ennemis, sont nos amis, et que tout va bien, quoi. Et donc, les frères Wachowski sont restés un petit peu dans leur délire comme ça. Et ils ont, en fait, je trouve, leur talent se trouve dans leur concept. Et leur défaut se trouve dans leur exécution. C'est-à-dire qu'ils ont des concepts de fou. Donc, quand on regarde Jupiter Ascending, quand on lit l'histoire, on se dit, mais ça va être un film génial. La reine qui vient d'un autre pays, machin, je sais pas quoi, la reine des abeilles, ou je sais pas quoi. Ça va être un truc trop bien. Et quand on regarde le film, c'est n'importe quoi. Et Sense8, c'est pareil. Alors, Sense8, je vous raconte le pitch. C'est l'histoire de 8 personnes dans le monde
qui arrivent, comme par magie, à ressentir tout ce que les autres ressentent. C'est-à-dire qu'ils ressentent, ils partagent les mêmes émotions, ils arrivent à se rendre visite, un peu, à se téléporter dans le monde de l'autre et à voir ce que l'autre voit, à se transporter dans le corps de l'autre, sans, voilà, sans utiliser de magie, simplement par les sentiments. Et donc, sense8, donc sense, c'est ressentir en anglais, et 8, bien sûr, c'est 8, donc sense8, les ressentis 8 ou les sensitifs 8, comme c'est traduit dans Netflix. Et donc, euh, et donc les 8 arrivent comme ça à échanger leur, leurs sentiments, leurs émotions, leur vision, ce qu'ils voient, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ressentent. Voilà. Et même, il y a une scène très intéressante, très marrante, on va dire, un peu cliché, mais bon, très marrante, dans Sense8, où il y a un des 8 qui voit un couple faire l'amour, ou qui est en train de faire l'amour, je me souviens plus très bien, et que tout le monde ressent l'orgasme au moment M, quoi. Et donc voilà, donc ça illustre bien l'histoire des Sense8. Donc c'est un peu ça, Sense8, c'est vraiment, c'est un groupe de 8 qui arrivent à ressentir les émotions les uns des autres. Et donc il y a cette compagnie qui s'appelle Biopic, je crois, ou BPPIC, je sais pas quoi, une compagnie biomédicale qui les poursuit. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi faire. Il y a ce directeur de la compagnie Biopic qui s'appelle Whispers, Murmure, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il leur veut. Et en fait, Whispers, on apprend dans la série que c'est un Sense8 comme les Sense8, c'est-à-dire que lui aussi arrive à ressentir les émotions des autres, mais comme il ne fait pas partie de ce groupe de Sense8-là, il faut qu'il fasse un eye contact, un contact visuel avec l'un d'entre eux pour pouvoir voir dans leur esprit. Alors, le concept, je veux dire, est génial. Le premier concept des 8 personnes qui arrivent à échanger leurs émotions, c'est un concept que moi, je trouve génial. Alors après l'exécution, par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Alors il y a bien sûr quelques épisodes par-ci par-là qui sont bien, mais je trouve qu'ils vont trop loin. Je trouve que on sent vraiment qu'il n'y a personne pour leur dire ça va trop loin, arrêtez-vous là, quoi. Il n'y a personne, il n'y a pas de contre-avis, il n'y a personne qui leur dit non. Et donc, du coup, ils font tout ce qu'ils veulent, quoi, parce qu'ils sont Wachowski, ils ont créé Matrix, l'un des plus grands succès du cinéma du monde, et de l'histoire du cinéma même. Et donc, du coup, ils font ce qu'ils veulent, ils ont carte blanche. Et ça, je trouve que c'est toujours assez dangereux, parce que du coup, on se retrouve avec un concept génial, des acteurs géniaux. On va revenir sur les acteurs juste après. Et voilà, et on a deux frères qui nous massacrent tout avec leur écriture et leur réalisation pourrie. Alors, je veux dire, leur écriture, je sais pas quoi dire parce que leurs dialogues sont tellement pourris. Et en plus, moi, j'ai regardé la série en anglais. Donc, j'ai vraiment eu les dialogues, pas la traduction. J'ai vraiment eu les dialogues qu'ils ont écrits. Et je peux vous dire que pour ceux qui ont regardé en français, que vous n'avez pas dû manquer grand-chose parce que c'était vraiment n'importe quoi. Alors, c'était vraiment à chaque fois 2 personnes qui parlaient ensemble et qui s'échangeaient comme ça des concepts philosophiques sortis de nulle part. Enfin, il n'y avait vraiment aucun but dans leur conversation. Oui, l'amour c'est beau, le ciel est bleu, c'est magnifique, il fait chaud. Euh, oui, mais qu'est-ce que la chaleur? Enfin voilà, voilà, des trucs comme ça, des trucs du style Van Damme est toujours génial, Van Damme revient toujours. Oui, moi j'ai besoin de Van Damme en ce moment, moi aussi, alors je vais rester avec toi. Enfin voilà, que des trucs. Enfin, elle n'a pas dit je vais rester avec toi, mais bon, elle a dit qu'on comprend que c'est ce qu'elle veut dire. Et franchement, que des trucs pourris comme ça. Et alors, je le dis pour tous ceux qui rêvent d'être scénaristes un jour, c'est aussi important d'avoir un bon concept, parfois même beaucoup plus important d'avoir un bon dialogue qu'avoir un bon concept. Alors, un bon concept, c'est bien, c'est très très bien d'avoir un concept compliqué, mais il faut que le reste suive. C'est-à-dire qu'il faut que tu peux pas avoir un concept compliqué de fou comme Sense8 et nous mettre des dialogues aussi pourris. Quand on regarde par exemple Game of Thrones, tout est bien dans la série. C'est-à-dire que les dialogues sont géniaux, l'histoire est compliquée, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a de la magie, il y a du feu, de la glace, il y a de tout dans cette série. C'est vraiment, ils ont pris tout, ils ont pris l'histoire, ils ont pris la magie, ils ont pris la science-fiction, ils ont mis dans un sac, ils ont secoué et ça a donné Game of Thrones.
et c'est une série, c'est une œuvre d'art, cette série. Et quand on écoute les dialogues voilà, du citoyen lambda de Westeros, c'est aussi poignant que quand c'est Cersei qui parle, quoi. Et donc, euh, et donc c'est un petit peu le truc qui me manque à Sense8, c'est-à-dire que les dialogues sont vraiment pourris. Et les dialogues sont vraiment du temps de Matrix, quoi. Du temps de Neo, wow. Voilà, les trucs, voilà. Et même à l'époque, Neo, c'était pourri aussi, les dialogues qu'ils ont. Et c'est pour ça que Matrix, en ce moment, enfin maintenant, de nos jours, j'arrive plus à regarder parce que les dialogues sont trop pourris. On va voir l'oracle, oui, l'oracle, c'est des choses. Enfin voilà, que des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'est la signature des frères Wachowski. Et quand on regarde Jupiter Ascending, pour ceux qui l'ont vu, j'ai même pas fait la critique parce que j'ai trouvé ça tellement nul, je me suis dit, ça vaut pas la peine. Je vais rien, je vais rien avoir à dire de positif sur le film. Alors je me suis dit, je vais pas faire de la critique, c'est pas la peine. Donc j'ai pas fait de critique. Mais oui, mais pareil, quoi. C'était vraiment pourri, quoi. Votre Majesté, vous êtes la reine, je sais pas quoi, les abeilles qui tournent. Enfin, des trucs, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé, quoi. Alors, si on me dit que les frères Warkowski ne fument pas au moins quelques pétards par jour, je ne vous croirais pas. C'est pas possible. Ça prend au moins avec un ou deux pétards par jour. Parce qu'il y a vraiment des trucs où tu te dis, mais ils sont complètement déconnectés de la réalité, d'abord un. Et deux, ils sont complètement dans leur monde, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont dans une bulle où personne ne peut leur dire non. Et du coup, ils font des trucs enfin, incroyables, quoi. Alors, exemple dans Sense8, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Sense8, dans le premier épisode, on a un espèce de un gon miché qui tombe par terre et il y a du jus qui sort enfin, qui coule du gon miché parce que bien sûr, Nomi et sa copine viennent de faire l'amour. Mais c'est une horreur, c'est horrible. Pas parce qu'elles sont lesbiennes ou pas parce que ceci ou cela. Non, pas du tout. Les deux actrices, je les trouve géniales. Pas du tout pour ça. Mais parce que enfin, c'est à la limite, on montre pas les gens en train de faire caca aux toilettes, quoi. Je veux dire, c'est dégueulasse. Si je veux voir un film porno, je vais voir un film porno. Si je regarde Sense8, c'est pas pour voir des trucs comme ça. Voilà. Et donc je trouve que, d'accord, elles sont gays, donc il faut maintenant montrer les gays parce que bon, c'est aussi un petit peu le rôle du cinéma de faire bouger les mentalités, on va dire. Donc je comprends qu'ils aient fait ce choix de montrer les deux femmes en train de faire l'amour. Ok, tu peux montrer l'une sur l'autre en train de faire l'amour, il n'y a pas de problème. Mais ne montre pas le godemiché dégoulinant. Ça, c'est dégueulasse. C'est comme si dans un film, on vous montrait un homme et une femme en train de faire l'amour et qu'après, on faisait un gros plan sur le pénis de l'homme pendant qu'il se retire de la femme, quoi. Le truc dégueulasse, quoi. Je veux dire, c'est un truc, c'est une horreur. Voilà. D'abord, en général, hein, le sexe, c'est censé être fait, c'est pas censé être regardé. Donc d'abord, on part du principe que dans une série où c'est pas le sujet, c'est-à-dire où c'est pas du porno, il n'y a aucune raison de montrer du sexe. Voilà. Euh, Si ce n'est peut-être pour construire le monde dans lequel on est. Mais là, c'est le monde moderne où vous et moi, nous vivons. Donc, il n'y a absolument pas de monde à construire. Je dis ça parce que, par exemple, dans Game of Thrones, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de femmes nues, etc. Mais c'est, je pense, pour renforcer l'idée qu'on est au Moyen Âge, que c'est un monde brut, qu'il n'y a pas de respect pour les femmes. Et c'est ça le message à chaque fois, je pense, moi, personnellement. Et donc ça me gêne beaucoup moins. Même dans Game of Thrones, on ne voit pas de pénis mouillé ou de godemiché mouillé. Donc voilà. Alors ensuite, alors ça c'était le premier épisode de Sense8. Donc le godemiché mouillé est dégueulasse. Ensuite, on passe, je vous fais la liste des trucs qui m'ont dégoûté. Épisode 10, la naissance de tous les Sense8. Quand je dis la naissance, c'est la vraie naissance, quoi. C'est-à-dire qu'on est à l'hôpital, on voit gros plan sur le hoo-ha de la maman pendant que le bébé sort. C'est une horreur. Voilà, c'est une horreur. Et je vous dis ça, moi j'ai donné naissance à un enfant. Donc je peux vous dire que c'est dégueulasse. C'est pas du tout un truc que moi personnellement j'aimerais voir ou que j'ai aimé faire. Donc j'ai pas du tout envie qu'on me le rappelle comme ça. Pas du tout. Donc voilà, donc j'ai vraiment, vraiment des trucs que moi personnellement j'aurais jamais eu l'idée, mais même en rêve de montrer et de mettre dans ma série, mais jamais de la vie. C'est dégueulasse et c'est inutile, ça sert absolument à rien dans ce monde-là, puisqu'on est à San Francisco en 2015, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de spécial à montrer, il n'y a pas besoin de montrer un godemiché pour donner du caractère à San Francisco. Enfin, San Francisco, c'est pareil que Paris, Londres, New York, Los Angeles, enfin, c'est la même vie pour tout le monde, je veux dire.
Et on voit bien dans la série d'ailleurs que chacun d'entre eux ont des vies, bien sûr avec beaucoup d'événements qui se passent dans leur vie, mais ils n'ont pas des vies qui sont changées parce qu'ils sont dans tel ou tel pays. Enfin, à part peut-être le Kenyan, je ne sais pas si c'est au Kenya, oui, je crois que c'est au Kenya, je ne suis pas sûre. L'Africain en tout cas, qui bien sûr vit dans un monde extra violent parce que bon, c'est pauvre, voilà, c'est le monde, la société dans laquelle il vit. Et bien sûr, Sun, qui est la Coréenne, qui vit dans un monde où la femme est vraiment très très peu respectée, beaucoup moins qu'en Europe, par exemple. Et bon, à part ces deux-là, je veux dire qu'il n'y a pas vraiment d'oppression de la société particulière. Riley, qui vit en Islande ou qui est à Londres au départ, elle vit comme Will, qui vit à Chicago. Donc il n'y a aucune raison de montrer tout ça. Enfin, voilà. Alors, ensuite, épisode 10, oui, bien sûr. Après, bien sûr, il recommence dans l'épisode 11 avec la naissance du bébé de Riley, qui est vraiment dégueulasse. Vraiment horrible. Vraiment, ils nous font un gros plan sur son hoo-ha pendant que le bébé sort. Enfin, le truc dégueulasse, quoi. Le truc que seules les sages-femmes voient et que personne ne devrait voir, quoi. Je veux dire, c'est pas joli à voir la naissance d'un enfant. Ok, c'est beau. Je dis pas que c'est pas beau. C'est beau la naissance d'un enfant, mais c'est beau après. Ok, c'est beau après. Une fois que le bébé a crié, c'est là que c'est beau. Avant, c'est pas beau. Ça fait mal et c'est pas du tout drôle. Donc voilà. Ensuite, on a qu'est-ce que j'ai d'autre. Une autre chose que j'ai pas aimé dans la série, c'est le manque d'action. Alors, quand je dis le manque d'action, je ne veux pas parler des scènes d'action, parce qu'il y a des très belles scènes d'action, que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimées, qui sont vraiment très bien réalisées et qui sont assez palpitantes. Mais il y a pas d'action, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose dans la série. Euh, Ils sont poursuivis, on ne sait pas pourquoi, mais bon, ça c'est l'histoire, on va revenir ensuite au scénario. Mais avant qu'on sache qu'ils sont poursuivis par une entité biomédicale, ça prend au moins 7 épisodes. Et 7 épisodes, c'est beaucoup trop long, quoi. 7 ou 9 épisodes, c'est beaucoup trop long pour entrer dans le vif du sujet. Et par exemple, moi j'ai mis, je crois, 3 ou 4 épisodes avant de comprendre que Noumi, l'une des femmes de San Francisco, avait été kidnappée et qu'elle en fait, elle était kidnappée pas dans un hôpital normal, dans un hôpital de méchants, si vous voulez. Et donc, j'ai mis du temps à comprendre ça, parce qu'au départ, je me disais, mais elle a une tumeur, donc elle va se faire opérer, c'est normal, quoi. Et puis, en fait, non, en fait, c'est le même Whispers qui a organisé tout ça et tout ça. Et donc, la connexion entre les deux n'est jamais vraiment faite, mais on comprend par la suite. Vu qu'elle s'enfuit et que sa femme met le feu aux rôles d'entrée de l'hôpital. Donc on comprend après. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui sont pas résolues. Et pareil, le mari de Kala, donc, qui est joué par Tina Desai, une actrice indienne que moi j'adore personnellement. J'adore Bollywood, hein, donc je connais toutes les actrices indiennes. Et d'ailleurs, cette année, on a Tina Desai pour cette série-là. Et on a aussi, l'année prochaine, en automne, on aura Priyanka Chopra dans une autre série américaine. Donc ça devient Bollywood. Donc Hollywood et Bollywood en même temps. Donc moi, je suis au paradis. Enfin bref. Donc on a le mari de Kala. On ne sait pas pourquoi elle l'aime pas. On ne sait pas quel est son problème. Pourquoi, enfin, parce qu'elle ne l'aimait pas bien avant de rencontrer Wolfgang. Donc on ne sait pas pourquoi elle l'aime pas. Et donc voilà. Donc il y a vraiment des choses comme ça où j'ai trouvé que la majorité de la série, c'était deux personnes qui se regardaient. Oh, tu es là. Oh, c'est beau. Oh, c'est l'Inde. Oh oui, c'est Chicago. Oh, c'est magnifique. Oh mon Dieu. Je ressens ce que tu ressens. Enfin, ça va pendant 3 épisodes, ça. Mais au bout de 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça devient un peu trop. Voilà, c'est trop. C'était trop. C'était trop. La saison, je l'ai regardée. Je me suis dit, mais je vais pas arriver à finir cette série, quoi. C'est trop long. Et heureusement qu'il n'y a que 12 épisodes, parce que le 13e épisode, je pense pas que j'aurais pu. Donc franchement, j'étais vraiment contente que ça s'arrête, parce que ça m'avait vraiment saoulée au bout d'un moment. Toutes ces onomatopées inutiles, des ah, oh, ouh, magnifique, merveilleux, oh mon Dieu. Voilà, vraiment n'importe quoi. Et ça, c'était vraiment les frères Wachowski qui nous faisaient un commentaire sur le monde actuel, que moi, personnellement, j'ai pas trop compris leurs commentaires, en fait, donc ils ont complètement raté leur message, quoi. Mais bon,
Voilà, hein, ça m'a pas du tout plu, le manque d'action de la série. J'ai trouvé qu'en une saison, c'était comme dans The Returned, en une saison, il s'est vraiment pas passé grand-chose et je pense que c'est aussi la faute de Netflix parce qu'ils sont sur un délire de binge watching, donc de regarder tous les épisodes à la chaîne et que donc en fait, ils ont l'impression qu'on va regarder cette série en une seule fois comme un film de 13 heures, de 12 heures, en l'occurrence et c'est pas du tout le cas, quoi. Je veux dire, il faut à chaque épisode moi je veux à chaque épisode un petit cliffhanger qui me donne envie de regarder la suite. Et j'ai pas du tout aimé, je trouvais que cette série, il y avait pas du tout ça, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pas aimé? C'est l'histoire, enfin pas l'histoire. Le concept est très bien. La prémisse, premise comme on dit en anglais, c'est vraiment très bien. Le concept, le départ de l'histoire, c'est très bien. Mais après, l'exécution, comme je me répète, mais je répète encore une fois que les Wachowski ne savent pas exécuter leur série et qu'ils devraient trouver un concept, créer une série, trouver un concept, à embaucher des scénaristes et les laisser écrire la série. Parce que là, je trouve que franchement, ils ont tué leur propre concept. Je m'explique. Le Whispers, on ne sait pas d'où il vient, il n'y a pas de backstory sur le méchant. On ne sait pas quelles sont ses motivations, pourquoi est-ce qu'il poursuivait la première Angelica, et pourquoi est-ce qu'il poursuit... et pourquoi est-ce qu'il veut les trouver? Je comprends pas. J'ai pas compris. Alors si j'ai raté quelque chose, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai vraiment pas compris pourquoi il voulait les trouver. Et je trouve que ça n'a pas été bien expliqué. J'aurais dû comprendre. Moi, je comprends tout dans les séries. Même Game of Thrones, j'ai tout compris. Vous avez regardé ma vidéo de théorie, vous avez compris que j'ai tout compris. donc, donc c'est pas possible que je ne comprenne pas Sense8. Pourquoi il les poursuit, je sais pas. Alors, après, comment il s'est retrouvé directeur de biopic? Qu'est-ce qu'il a vendu? Pourquoi pourquoi il a autant d'argent? On ne sait pas. Comment il s'appelle? Saïd. Naveen Andrews, joué par Naveen Andrews de Lost. Pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir regardé Lost, Lost est sur Netflix. Vous allez adorer tous les épisodes jusqu'au dernier épisode de la saison 5 ou la saison 6, enfin le dernier épisode, qui est complètement pourri. Les deux derniers épisodes sont complètement pourris. Et c'est la série qui est célèbre en fait pour avoir une fin pourrie. Pour nous avoir gardé pendant 5 ans dans le noir. Et à la dernière minute du dernier épisode, ils ont allumé la lumière et on s'est rendu compte que c'était n'importe quoi. Donc voilà. Donc Lost, c'est une série qui est célèbre, tristement célèbre en fait. Donc, et c'est d'ailleurs les mêmes personnes qui ont fait The Return, donc j'aurais dû m'attendre à un gros n'importe quoi. Enfin bref. Donc Naveen Andrews, l'acteur qui jouait Saïd dans Lost, le Saïd éternel, on ne sait pas aussi d'où il sort. Bon, on comprend qu'il était dans le cluster, dans le groupe de Angelica, la femme qui s'est suicidée au départ. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il est terroriste. Pourquoi il est terroriste? D'où il sort, quoi? Je veux dire, il y a plein de choses comme ça qui sont importantes pour les personnages, pour qu'on s'attache aux personnages, pour qu'on ait envie qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, qui ne nous sont pas dites. Donc on ne sait pas du tout. C'est comme si on vous disait, ah ben Jon Snow est au mur, et qu'on ne vous disait pas que Jon Snow c'était le fils bâtard de Ned Stark, et qu'il avait cette relation compliquée, et qu'on ne savait pas vraiment qui était sa mère. C'est n'importe quoi, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'on aime bien Jon Snow? Parce qu'on sait qu'il a été maltraité, pas maltraité, mais disons maltraité moralement par Kathleen Stark, et que son père l'aimait sans vraiment pouvoir l'aimer librement à cause de sa femme, et que aussi il ne connaît pas sa mère, donc c'est fait de la peine, et qu'il s'est engagé dans les Night's Watch, dans les frères du mur là-bas, pour avoir une famille. Donc c'est pour ça on aime Jon Snow. Mais pourquoi est-ce qu'on détesterait Saïd dans Sense8? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de détester Saïd. Donc je ne comprends pas. Naveen Andrews, qui par son prénom Naveen est sûrement indien, hein, et qui jouait Saïd, qui est sûrement arabe dans Lost, je me souviens plus très bien, mais bon, c'est un bel exemple comme ça d'utiliser des acteurs pour jouer une autre nationalité. Donc j'ai bien aimé ça. Enfin bref. Et donc voilà. Et donc il s'appelle Javis ou Janice ou je sais pas quoi. Enfin, Jans, je sais pas comment il s'appelle dans Sense8, mais bah bon, moi je l'appelle Saïd. Je trouvais qu'il jouait très bien aussi, mais il n'avait pas grand-chose à faire, le pauvre. Il était juste assis en train de dire alors là, je suis en train de te rendre visite, mais faut pas que tu aies peur parce qu'on a très peu de temps, faut se dépêcher. Voilà, on a l'impression qu'il sait tout, il nous a absolument rien dit. Et je trouve que, bon, ok, peut-être qu'ils ont tout gardé pour la saison 2. Ok, pas de souci. Mais au moins, donnez-nous au moins 5%, quoi. Au moins un truc qui nous donne envie de regarder la saison 2.
Parce que moi, quand j'ai vu la fin de Sense8, je me suis dit, bah, j'ai fini avec cette série, je ne vais plus jamais la revoir, quoi, parce qu'il se passe absolument rien. Et c'est un gros contraste avec Daredevil. D'ailleurs, il me reste 3 vidéos à poster pour Daredevil. Je les ai faites, hein, mais j'ai pas le temps de les poster en ce moment. Mais je vais les poster. Daredevil, par exemple, chaque épisode, il se passe un truc. Chaque épisode, il y a un nouvel événement. Là, il se passe absolument rien. Ils prennent du thé pendant 4 heures. Je veux dire, il faut arrêter, quoi. Donc voilà. Donc les frères Wachowski, exécution pourrie, histoire, scénario pourri, concept très bien et scène d'action très bien pour l'instant. Ensuite, les acteurs. Alors moi, j'ai adoré tous les acteurs. J'ai trouvé qu'avec le matériel, enfin les scénarios qui leur ont été donnés, ils ont fait un boulot pas mal quand même. John J. Smith, il s'appelle, je crois qu'il s'appelle comme ça, John J. Smith, le Will de Chicago. Il joue très très bien, il est très beau. Par contre, il a une dégaine, enfin, il s'habille vraiment très mal. Mais bon, il est quand même pas mal, il est bien. Riley, elle joue extrêmement bien, même si elle fait toujours la même tête pour pleurer. Enfin, on a l'impression qu'elle a qu'une seule émotion, c'est oh mon Dieu, il fait froid. Oh mon Dieu, je suis triste. Oh mon Dieu, je te rends visite. Voilà, on a l'impression que elle a une émotion, cette actrice, c'est oh mon Dieu. Voilà, c'est tout. Par contre, elle a un magnifique sourire. J'adore ses cheveux blonds calici. J'adore ça. Voilà. Et donc après on a Sun. Alors Sun, je l'ai trouvé génial. Par contre, j'ai pas trop aimé son côté Bruce Lee parce que bon, d'abord le cliché de l'asiatique qui sait faire du kung-fu ou je sais pas quoi, un peu cliché. Après deux, j'y croyais pas trop qu'elle arrivait à se battre contre tous ces hommes alors qu'elle est vraiment très très mince. Alors je comprends qu'on peut utiliser la force de son ennemi contre lui-même, ok, mais je suis un petit peu sceptique quand même. Et elle a pas aussi, elle a aussi pas résolu son histoire. Je veux dire, son frère, il a tué son père et on sait toujours pas ce qu'elle va lui faire, quoi. On sait juste qu'elle est énervée. Bon, ok. Voilà. Mais à part ça, j'ai vraiment adoré son histoire. Après, on a Van Damme. Van Damme, son histoire aussi, je trouve que c'était bien. Parce que moi, je m'attendais vraiment que ce soit le cliché que le grand tueur kényan, là, le riche, se mette à sa poursuite et que toute la ville soit après lui et tout machin. Je m'attendais vraiment à ça. Et ils ont fait un petit twist, en fait. Ils ont fait que c'était Van Damme qui sauvait le Bishop, le grand tueur du Kenya. Donc ça, j'ai bien aimé ce petit twist dans l'histoire. Et j'espère qu'il va devenir riche maintenant. Alors ensuite, on a Kayla. Alors moi, Kayla, c'est ma préférée. C'est ma petite chérie. Elle me rappelle un petit peu une amie à moi. Qui est un petit peu comme ça, super intelligente, anti-tradition, mais en même temps à fond dans ses traditions, et qui sort avec un Allemand. Donc c'était vraiment ma copine à 100%. Donc Kayla, elle est géniale. Mais on comprend pas aussi Kayla pourquoi elle aime pas son futur mari. Alors surtout qu'il a l'air super sympa. Alors je me dis que peut-être c'est un salaud et qu'en fait, une fois qu'ils seront mariés, il pourra faire ce qu'il veut d'elle, parce qu'on connaît, enfin, je sais pas si vous connaissez, mais en Inde, en fait, une fois qu'on est marié, quoi. C'est-à-dire que si votre mari vous frappe, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, chez votre mère. Vous êtes marié, vous restez chez votre mari. Et donc, euh, et donc en fait, je pense que le père, c'est ma théorie, hein, ça, je pense que le père du jeune marié connaît son fils et il s'est un petit peu attaché à Kayla et qu'il a dit à Kayla, écoute, franchement, je pense que tu devrais pas épouser mon fils parce que il sait que son fils a un côté evil, un côté méchant. Je sais pas, il doit la frapper, il doit être genre à la Christian Grey, il doit avoir un côté S&M caché qui fait qu'il veut protéger Kayla, en fait. Et ça, je pense qu'on va l'apprendre à la saison 2. Mais je pense qu'on aurait pu l'apprendre à la saison 1, ça aurait été beaucoup mieux. Enfin, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit, les frères Wachowski ne savent pas faire les séries. Ensuite, après Kayla, qui on a encore? J'ai déjà fait Riley, j'ai déjà fait Sun, on a, j'ai déjà fait Van Damme, on a Van Damme, on a Will, on a, on a Wolfgang! Wolfgang, évidemment, bon, on a Kayla, on a Sun, on a Wolfgang, donc on va faire Wolfgang. Wolfgang, il est très très bien aussi. Wolfgang, il est allemand, c'est un vrai acteur allemand qui est très très beau, je le trouve vraiment très très beau. Et
Et voilà, Wolfgang, donc, il a sa petite histoire du père violent. Voilà, j'ai trouvé son histoire bien. Par contre, j'ai trouvé qu'il a pris un petit peu le rôle du russe habituel des séries. Et je pense que les frères Wachowski, je ne sais pas s'ils sont polonais ou russes, je ne sais pas, mais ils doivent aimer plus la Russie. Et donc, du coup, ils ont transféré l'histoire du russe habituel dans les séries américaines vers l'allemand. Bon. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu l'histoire du russe. Mais bon, bref. Il a une tête de russe aussi. Enfin, bref. Wolfgang, très très bien. Son histoire d'amour avec Kayla, très très bien aussi. Et voilà. Ensuite, on a Noumi. Noumi, que moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, Noumi, il faut savoir que c'est un vrai trans. C'est une transsexuelle dans la vraie vie. C'est une actrice transsexuelle. Et donc, elle joue un transsexuel dans la série. Alors, je l'ai trouvé vraiment très très belle. Vraiment très très belle. Alors, au départ, je pensais pas que c'était une femme. Enfin, pardon, je pensais pas que c'était un homme. Enfin, que c'était un transsexuel. Je pensais que c'était vraiment une femme. Et j'ai lu ça quelque part et j'ai lu que l'une des deux femmes, en fait, était une transsexuelle et j'ai mis du temps à savoir laquelle des deux était vraiment une femme. Donc, c'est pour vous dire à quel point sa transformation a réussi. Et la transsexuelle, en fait, c'est Nomi. C'est pas la blague, c'est Nomi. Et donc voilà. Donc Nomi, voilà, son histoire d'amour était vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé son histoire d'amour avec sa copine. À part le gros plan sur le godemiché mouillé, j'ai vraiment adoré son histoire. Voilà. Par contre, le côté hacker qui a accès à tout, mais vraiment à tout, absolument tout, j'ai trouvé ça un petit peu nul. Voilà, je trouve ça un petit peu quand même, voilà, pour hacker des endroits pareils sans se faire trouver. Au bout de quelques jours, on te trouve quand même. Je veux dire, si tu peux hacker peut-être un endroit sans qu'on te trouve, mais quand tu t'introduis dans plusieurs systèmes à la suite, au bout de quelques jours, on te trouve quand même. Donc n'essayez pas ça chez vous, hein. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire ce couple. Je les ai trouvés magnifiques toutes les deux. J'ai trouvé leur amour ride or die, on est ensemble jusqu'à la mort. J'ai trouvé que c'était beau. Voilà, je les ai trouvés magnifiques toutes les deux. Ensuite, on a Lito. Lito, oh Lito, je l'adore, je l'adore. Lito, c'est le Mexicain qui est acteur et qui a un swag pas possible, qui est beau à en mourir. Il est magnifique, cet homme. Vraiment, un acteur, je pense qu'il a des beaux jours devant lui. Et bien sûr aussi avec son couple, avec son copain qu'il cache. Au début, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine quand j'ai vu qu'il cachait son copain. Et bon, après, bien sûr, ça m'a fait plaisir qu'il sorte au grand jour. Mais voilà. Et là, vraiment, pour le coup, cette histoire, je l'ai trouvée géniale, avec la fille et tout, qui joue la petite amie undercover, sous couverture. La petite amie enfin, la fille qui joue la petite amie. Et par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est le méchant qui prend la petite amie comme. Bon, je sais que c'est le Mexique et que du coup, les femmes là-bas sont traitées comme ça. J'ai d'ailleurs lu des commentaires de Mexicains qui ont dit que c'était une série qui montrait vraiment les hommes mexicains comme ils étaient. Donc, on va croire que c'est comme ça que ça se passe au Mexique, hein, chez les Mexicains. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas trop aimé le méchant, que je l'ai trouvé vraiment bête, mais très très bête, quoi. Vraiment très très bête. Un peu trop bête pour être vrai, j'ai trouvé. Mais bon, si on dit que. Bon, je crois bien que c'est vrai, que les Mexicains peut-être frappent leurs femmes, mais qu'ils soient aussi bêtes, les Mexicains méchants, je trouve pas. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein, je pense que j'ai oublié personne. J'ai trouvé en tout cas cette série vraiment longue et vraiment difficile à finir. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était un concept génial, une exécution moyenne, parce que vraiment il y a des belles scènes d'action, euh, et, euh, et, euh, et voilà quoi. J'espère qu'il y aura une saison 2 qui vont prendre en compte tout ce qu'on leur dit, et qu'il y aura une saison 2 qui sera beaucoup mieux faite que ça. Parce que là, vraiment, j'ai trouvé que c'était un petit peu lazy par moment, et qu'il y avait un peu trop d'exposition, c'est-à-dire de discussion qui explique le scénario, qui explique ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça moyen, et je vais mettre un 7 sur 10. Voilà, merci bien, au revoir.